À 10 ans, tu détestais Pain. C'était le mec aux yeux violets qui a détruit Konoha et tué Jiraiya. Point final, y a rien à discuter. À 25 ans, tu re-regardes l'arc et il se passe un truc pas prévu. Tu comprends ce qu'il dit. Pas tu comprends son point de vue. Non, tu comprends que ce qu'il décrit, c'est le monde dans lequel tu vis. Et c'est pas ton cerveau qui déraille, c'est écrit exprès. Parce que dans les meilleures séries, l'antagoniste n'est pas là pour avoir tort. Il est là pour poser au héros une question à laquelle le héros ne peut pas répondre. Et si tu fais attention, tu verras qu'il ne répond effectivement jamais. Il promet de faire mieux, il serre les dents, il gagne le combat, mais il ne gagne jamais l'argument. Aujourd'hui, on prend 6 de ces personnages et on vérifie un par un si la série leur donne raison. 6 constats, et je te préviens, il y en a très peu qui sont faux. Et on commence évidemment par lui. Pour comprendre Nagato, il faut voir d'où il sort. Et le monde de Naruto est bien plus dur que ce que les premières saisons laissent croire. Nagato naît à Ame, un petit pays coincé entre les grandes nations ninja. Et le rôle d'un pays comme ça dans cet univers, c'est pas d'exister, c'est de servir de terrain. Parce que les grandes puissances ne se font jamais la guerre chez elles, elles la font chez les petits. Elles envoient leurs unités d'élite s'affronter dans un pays qui n'a rien demandé. Elles cassent tout, et quand c'est fini, elles rentrent et elles déclarent la victoire. Les gens du terrain, eux, restent dans les gravats. Nagato perd ses parents comme ça. Des soldats étrangers entrent dans sa maison. Des soldats qui ne les visaient même pas, juste perdus et paniqués. 2 civils qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Après ça, il se retrouve seul, à crever la faim, dans un pays que personne ne compte sur la carte. Puis il rencontre Yahiko et Conan. Et franchement, ces 3-là font tout bien. Ils survivent ensemble, ils se construisent un rêve, et ils tombent sur Jiraiya qui accepte de les former. Jiraiya leur apprend le truc le plus beau du manga entier, que la compréhension mutuelle peut casser la haine, qu'il faut juste quelqu'un pour commencer. Alors il commence. Il crée l'Akatsuki. Et à ce moment-là, l'Akatsuki, c'est pas une organisation criminelle, c'est un mouvement pacifiste. Des gamins d'un pays détruit qui essaient de faire arrêter les combats chez eux. Ça grossit, ça devient visible. Et à la seconde où ça devient visible, les grandes nations montent un piège pour l'écraser. Pas un combat, un piège politique. Yahiko finit sur la lame de Nagato. Et ce qui rend la scène insoutenable, c'est que c'est Yahiko lui-même qui s'y jette, pour ne laisser aucun choix à son ami. Et il y a un détail que le design fait oublier. Après ça, Nagato ne peut plus marcher. Son corps est détruit. Il passe le reste de sa vie branché à une machine. Et les 6 Pain que tu vois combattre, ce sont des cadavres qu'il téléguide. Celui qui parle, celui qui affronte Naruto, celui qui porte tout le discours, c'est le cadavre de Yahiko. Il a passé des années à faire parler son meilleur ami mort. C'est ça, le vrai visage du personnage. Et ce qu'il a compris est d'une logique implacable. Chaque nation s'arme pour se protéger. Mais un pays qui s'arme, vu de l'extérieur, ça ressemble à une menace. Donc les voisins s'arment, ce qui justifie le premier de s'armer encore plus. Personne n'a besoin d'être méchant pour que le système produise des guerres. Il en produit tout seul. Sa solution, elle, est monstrueuse. Rassembler les démons à queue, fabriquer une arme d'une puissance absurde et effacer une nation entière. Pas pour conquérir, il s'en fout de gouverner, pour faire une démonstration. Une douleur tellement énorme que plus personne n'osera relancer la machine. Et si ce raisonnement te dit quelque chose, c'est normal. C'est mot pour mot la logique de la dissuasion nucléaire. Kishimoto n'a pas inventé un délire de vilain. Il a mis un bandeau de ninja sur une doctrine que des vrais états appliquent encore aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo. Alors quand Pain arrive au village, il ne se contente pas de tout détruire. Il pose la question à Naruto. Toi, tu ferais quoi exactement? Et Naruto n'a pas de réponse. Il est même à 2 doigts de basculer dans la haine lui-même. Ce qu'on n'a jamais donné à Nagato, c'est une seule preuve que le chemin de Jiraiya pouvait marcher. Il a essayé. Il a fait exactement ce qu'on lui avait appris. Et le monde l'a puni à chaque tentative. Allons maintenant dans MHA, et je te préviens, on descend d'1 cran en échelle et de 3 crans en confort. Cette fois, celui qui accuse a grandi à l'intérieur. Dabi, son vrai nom c'est Toya Todoroki, et son père, c'est le héros numéro 1 du pays. Enji Todoroki, alias Endeavor, a passé sa vie obsédé par une seule chose, dépasser All Might. Le jour où il a compris qu'il n'y arriverait jamais lui-même, il a changé de méthode. Il a décidé de fabriquer quelqu'un qui le ferait à sa place. Il s'est arrangé pour épouser Rei pour son pouvoir de glace, avec une idée très précise du mélange qu'il voulait obtenir. Toya, c'est le premier essai, et sur le papier, c'est une réussite totale. Ses flammes montent plus haut que celles de son père. Le problème est dans la deuxième moitié du mélange. Toya hérite du feu paternel, mais de la constitution de sa mère, un corps taillé pour encaisser le froid, pas la chaleur. Autrement dit, son propre pouvoir le cuit de l'intérieur à chaque fois qu'il s'en sert. Il est un chef-d'œuvre et un défaut de fabrication en même temps. Pour Endeavor, ça en fait un raté. Alors il arrête l'entraînement, il lui dit d'oublier tout ça, et il reprend
reporte le projet sur le petit dernier. Sauf que tu as un gamin élevé depuis toujours avec une seule fonction. C'était pas une activité, c'était son identité entière. Sa réponse à « Pourquoi j'existe ?» Tu lui retires ça à 9 ans, il ne sait plus qui il est. Alors il continue seul, en cachette, de plus en plus loin, jusqu'au jour où il crame pour de bon sur la montagne. Tout le monde le croit mort pendant des années. Il l'est pas. Et la maison ne s'arrête pas de brûler pour autant. La mère finit hospitalisée après avoir craqué et blessé son plus jeune fils au visage. Une famille entière détruite par le projet d'un seul homme. Et pendant tout ce temps, le pays entier applaudit son père. Endeavor devient numéro 1 quand All Might se retire. On achète ses figurines. On loue sa détermination dans les émissions. Et personne ne demande pourquoi sa femme est hospitalisée depuis des années. Personne ne demande d'où sort la cicatrice sur le visage de son fils cadet. Personne ne regarde derrière l'affiche. Dabi ne dit pas « les héros sont pourris ». Il dit quelque chose de beaucoup plus dur. Un système qui fabrique des célébrités n'a aucun intérêt à savoir ce qu'il y a derrière la célébrité. Regarder de trop près, ça coûte de l'argent à tout le monde. Et la série lui donne raison sur le point le plus gênant qui soit, le calendrier. Parce qu'Endeavor commence sincèrement à changer. Il cherche à réparer, maladroitement. Et c'est honnêtement un des meilleurs arcs de rédemption du manga. Mais il ne commence à payer qu'au moment où Dabi balance tout en direct, à la télévision nationale, devant le pays entier. Le système ne s'est pas corrigé tout seul. Il a fallu un terroriste avec une caméra. Ce qu'on n'a jamais donné à Toya, c'est une raison d'exister en dehors de son père. On lui en a fabriqué une, puis on la lui a retirée, et personne ne lui en a proposé d'autre. On change de série, et on passe à celui qui pose la question la plus dure de toute cette vidéo. Dans Psycho Pass, le Japon du 22e siècle est gouverné par le système Sibyl, une machine qui scanne en permanence l'état mental de chaque citoyen et en sort un chiffre, ton coefficient de criminalité. Si le chiffre monte trop haut, on t'attrape. Pas pour ce que tu as fait, pour ce que tu es susceptible de faire. Et ça donne exactement ce que tu imagines. Un des flics de la série a été classé criminel latent quand il était enfant. Une autre l'a été parce qu'elle sortait avec le mauvais type. Aucun des deux n'a commis quoi que ce soit. Et une fois que tu es dans un centre, tu n'en ressors quasiment jamais. Tu y restes jusqu'à ta mort. Le pays est stable, prospère et paisible. C'est le prix. Makishima Shogo est un criminel asymptomatique. Ça veut dire que le système ne peut pas le lire. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il prépare, son chiffre reste bas. Et la série te montre ce que ça donne dans une scène que tu n'oublies pas. Akane, l'héroïne, le regarde tuer son ami sous ses yeux. Elle a son arme braquée sur lui. L'arme est reliée à Sibyl. Et elle refuse de tirer, parce que le système lui dit que cet homme n'est pas une menace. La machine qui enferme des gamins pour un mauvais score laisse partir un meurtrier debout devant elle. La question de Makishima est là. Elle n'est pas « votre système est injuste ». Elle est « sur quoi vous vous appuyez pour juger quelqu'un ?» Exactement, si vous avez confié votre jugement à une machine. Il reste quoi de vous? Et maintenant, la révélation qui rend la question imparable. Sibyl n'est pas un ordinateur. C'est un assemblage de cerveaux humains, et pas n'importe lesquels, ceux de criminels asymptomatiques, des gens exactement comme Makishima. La machine qui condamne le pays entier est fabriquée avec les seules personnes qu'elle serait incapable de condamner. Quand on lui apprend ça, on lui propose même de les rejoindre. Alors, est-ce qu'on lui répond? Non. Akane découvre la vérité, entièrement, et elle choisit quand même de protéger le système. Pas parce qu'il a raison, parce qu'elle n'a rien à mettre à la place. C'est une capitulation en connaissance de cause, et la série la filme comme telle. Reste où il déraille. Makishima ne veut rien réparer. Il distribue des armes à des gens ordinaires et les pousse à tuer, simplement pour faire la démonstration que le système ne les arrêtera pas. Les morts ne sont pas un coup pour lui, ce sont son matériel. Ce qu'on n'a jamais donné à Makishima, c'est un seul adversaire qui pense par lui-même. Il en cherche un pendant toute la série. C'est même pour ça qu'il s'accroche à Kogami, pas pour le battre, pour avoir enfin quelqu'un en face. On monte d'un cran, parce que jusqu'ici, on attaquait des institutions. Là, on va attaquer les gens. Dans Jujutsu Kaisen, les fléaux naissent des émotions négatives des humains. La peur, la jalousie, la mesquinerie du quotidien. Tout ce que des gens parfaitement ordinaires dégagent en vivant leur vie parfaitement ordinaire. Et une poignée d'exorcistes passe son existence à nettoyer ça, avec un taux de mortalité effrayant. Geto Suguru, c'est le meilleur élève de sa génération avec Gojo. Un mec droit, chaleureux, drôle, qui croit sincèrement à ce qu'il fait. Il dit lui-même qu'il protège les faibles parce que c'est ça, être fort. Et il le pense. Sa mission qui casse tout, escorter Riko Amanai, une lycéenne destinée à fusionner avec Tengen pour maintenir l'équilibre du monde. Traduction, elle doit cesser d'exister et tout le monde autour trouve ça administrativement normal. Sauf qu'à force de la côtoyer, les deux gamins arrêtent de voir un objet rituel. Ils voient une meuf qui rigole, qui râle, qui a des projets pour l'été prochain. Et au dernier moment, Riko fait un choix. Elle dit qu'elle veut vivre. Ils acceptent. 3 secondes plus tard, elle prend une balle. Tirée par Toji Fushiguro, un assassin engagé par un groupe qui voulait empêcher le rituel. C'est pas un accident, c'est une commande. Geto pousse la porte derrière et il tombe sur une salle pleine de gens qui applaudissent. Il ne hurle pas, il ne frappe pas. Gojo se tourne vers lui et lui demande calmement si ce serait vraiment grave de tous les tuer. Tout ça, c'est ma faute. Toi, t'as rien à te reprocher. Rentrons.
Soguru, on les déglingue avant de partir. En vérité, ça me gênerait pas plus que ça. Non, ça serait inutile. Ça serait inutile? Et à ton avis, c'est si important que ce soit utile? Si c'est important, c'est capital, surtout pour un exorciste. Geto refuse, pas ce jour-là. Mais la question est posée, et elle ne repartira plus. Après ça, ça ne s'arrête plus. Des missions, des camarades qui tombent, l'éloignement d'avec son meilleur ami. Puis il croise Yuki Tsukumo, qui pose les deux seules vraies issues sur la table. 1. Apprendre à toute l'humanité à maîtriser son énergie occulte, pour que les fléaux cessent d'apparaître. 2. Supprimer les non-exorcistes, et donc la source. Elle balance ça presque comme un exercice de pensée. Geto, lui, l'entend comme une porte de sortie, et son erreur n'est pas dans le constat. Elle est dans la seconde très précise où « les gens sont faibles et méchants » devient « donc ils ne comptent plus ». C'est une ligne minuscule. Elle sépare un mec épuisé d'un massacre. Et surtout ce village, où on l'envoie récupérer 2 gamines exorcistes. Il arrive et il trouve les villageois en train de les torturer dans une cage. 2 gosses. Pour un pouvoir qu'elles n'ont jamais demandé et qu'elles ne comprennent même pas. Ce jour-là, il tue les 112 habitants du village. Et il repart avec les 2 petites, qu'il élèvera comme ses filles jusqu'à la fin. Ce qu'il a compris tient en une phrase. Les exorcistes crèvent pour protéger des gens qui fabriquent le problème, avec leurs propres émotions pourries, et qui méprisent ceux qui les protègent. Et personne dans la hiérarchie ne s'attaque à la racine. On gère les symptômes, indéfiniment, en payant en vie humaine. Il y a d'ailleurs une hypocrisie chez lui dont on parle beaucoup trop peu. Le mouvement qu'il monte ensuite, il le finance comment? Avec une secte. Il fait payer des non-exorcistes. Il vit, littéralement, de l'argent des gens qu'il appelle des singes. Ce qu'on n'a jamais donné à Geto, c'est un seul moment où les gens qu'il protégeait lui disent merci. Pas un. Il a eu des applaudissements pour une gamine qui venait de mourir, et des villageois qui torturaient des enfants. C'est tout son échantillon. Et maintenant, l'exception. Parce que depuis le début de cette vidéo, je te répète la même chose. Personne ne répond jamais à ces gens-là. Meruem, lui, a eu sa réponse. C'est le seul des 6. Meruem n'est roi des fourmis chimères, tout en haut de la chaîne alimentaire, sans le moindre prédateur naturel. Plus fort, plus rapide et plus intelligent que n'importe quel humain. Et il le sait dès ses premières minutes d'existence. Pour lui, les humains sont du bétail, à diriger ou à manger. Et il ne dit pas ça pour provoquer. C'est exactement le regard qu'on porte sur les animaux qu'on mange, sans y penser une seule seconde. Et Hunter x Hunter ne prend jamais la peine de le contredire. La série te montre calmement des humains qui expérimentent sur d'autres humains, et une hypocrisie institutionnelle jusque dans l'association des Hunters elle-même. Le regard de Meruem sur l'humanité est cruel. Il n'est pas faux. Là où il se trompe, c'est sur la suite. Il en déduit que la force est la seule chose qui donne de la valeur à quelqu'un. Ça, par contre, on va le lui démonter. Et la démonstration n'arrive pas par un discours. Elle arrive par une partie de Gunji. Komugi est championne nationale de ce jeu. Elle est aveugle, maladroite, elle pleure tout le temps, elle s'excuse en permanence. Elle est très exactement le genre d'être humain que Meruem rangeait tout en bas. Et elle le bat, encore, et encore, et encore. Il ne comble jamais l'écart. Ça le déstabilise plus que n'importe quel adversaire. Parce que si la force est la seule chose qui compte, comment est-ce que cette fille possède quelque chose qu'il n'a pas? Et regarde ce qui change chez lui. Quand elle est blessée, gravement, il la trouve en train de se vider de son sang. Et ce monstre s'agenouille, lui essuie le sang sur la bouche, et la porte dans ses bras. Les 2 assassins venus le tuer sont dans la pièce. Il ne bouge pas, il regarde, parce que ce qu'il voit ne correspond à rien de ce qu'on leur avait décrit. Puis il demande à sa garde de la soigner, et il ajoute 4 mots qu'il n'avait jamais dit à personne. « Je compte sur toi ». Ça suffit à faire pleurer une créature qui découpait des humains la veille. Puis Netero arrive, un vieil homme qui sait qu'il ne peut pas gagner au corps à corps. Alors il lui lâche que Meruem n'a aucune idée de la noirceur que l'être humain peut contenir, et il le prouve en déclenchant une bombe dans son propre corps. Meruem survit, avec un empoisonnement qui va le tuer lentement, et tuer tout ce qui l'approche. 2 réponses, 2 méthodes. Komugi lui montre ce que la force ne mesure pas. Netero lui montre ce dont la faiblesse est capable. Aucun des 2 ne lui fait un discours. L'explosion lui coûte aussi la mémoire. Il repart en guerre comme au premier jour. Et ses propres gardes en profitent. Il lui cache Komugi et essaie de l'éliminer, pour qu'il ne s'en souvienne jamais. Tout ça s'effondre à cause d'un mot. Un subordonné terrifié, qui cherche juste à sauver sa peau, lâche son nom devant lui, Komugi, et tout revient d'un coup. Ce que Komugi lui apprend, c'est pas que la force ne compte pas, c'est qu'il existe des choses que sa façon de voir le monde ne peut pas mesurer. Et si tu ne peux pas mesurer quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que ta façon de voir est trop petite. Il finit par lui dire son nom. Et sa dernière volonté, c'est pas la vengeance. Il demande à finir la partie. Ce qu'on n'a jamais donné à Meruem, c'est le temps. Il a compris, vraiment compris,
3 jours avant de mourir. Mais au moins, on lui a répondu. Retiens ça, parce que le dernier de la liste, personne ne lui a jamais répondu. Et tu vas voir ce que ça donne. Et maintenant, la question que peu de gens osent poser. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a raison sur son monde et qu'on lui donne les moyens d'agir? Réponse, l'attaque des titans. Parce qu'Eren est le seul de cette liste dont la solution a été appliquée pour de vrai, jusqu'au bout, sans que personne ne l'arrête à temps. Eren grandit derrière des murs, avec des géants dehors qui mangent des gens. Une histoire simple, les murs c'est la prison, la liberté c'est dehors, va la chercher. Puis la série retourne à table. Les gens derrière les murs s'appellent les Eldiens, et ils sont le peuple le plus détesté de l'histoire de ce monde. Le reste de la planète, mené par Marley, veut leur disparition, parce que les Eldiens peuvent se transformer en titans. Les murs, ça n'a jamais été une prison, c'était un abri. Et là où le récit devient brutal, c'est qu'Eren cherche vraiment une porte de sortie. Il en cherche plusieurs. Et à chaque fois, l'histoire lui referme la porte au nez. La haine n'est pas un malentendu qu'on dissipe autour d'une table. Elle est enseignée à l'école, transmise aux enfants, entretenue par des gens à qui elle rapporte. Ajoute par-dessus le vécu du gamin, sa mère dévorée sous ses yeux, ses amis morts un par un, une vie entière enfermée. Et depuis l'épisode 1, une seule obsession chez lui, la liberté. Alors il déclenche le grondement, des centaines de milliers de titans colossaux qui traversent le monde et écrasent tout ce qui bouge. Et maintenant, la seule question qui compte vraiment, est-ce que ça a marché? Parce que c'est ça le test. Eren ne voulait pas se venger, il voulait que ça s'arrête, définitivement. Il a payé le prix le plus élevé qu'un personnage de fiction ait jamais payé pour obtenir ce résultat. Et la série te répond, pas avec un discours, avec des images. Quand tout est fini, tu n'as pas droit à un monde apaisé, tu as droit à un montage. Le temps qui passe, les générations qui défilent et la haine qui repart. Et l'île qu'il a tout sacrifié pour protéger finit par tomber aussi. Le mec a effacé la majorité de son espèce, et le cycle n'a ralenti qu'un instant. C'est pour ça qu'Eren est au centre de cette vidéo. Tous les autres ont été arrêtés avant, Pain avant de tirer, Geto au milieu de son plan. Eren, lui, est allé au bout. On a la réponse. Et elle vaut pour les 6. Avoir raison sur le problème ne te dit strictement rien sur la solution. Ce qu'on n'a jamais donné à Eren, c'est quelqu'un qui revienne de l'extérieur en lui disant « j'ai trouvé autre chose ». Personne n'est jamais rentré avec cette phrase-là.